Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Grand Bain, l'événement qui interroge l'impact des nouvelles technologies sur nos quotidiens et qui valorise les innovations durables et inclusives. Après une émission en décembre dernier tournée en ville, on change complètement de décor. Vous le voyez derrière moi, on est vraiment dans un cadre incroyable en pleine nature à Saint-Paul-les-Durance. On a vraiment voulu aller au plus près des territoires. Ces territoires qui ont longtemps été délaissés, boudés, et bien vous le verrez, ils sont aujourd'hui foisonnants d'idées, parce que c'est aussi ici que l'innovation se fait. Je suis Julie Davy-Copain, la présidente déléguée d'Aix-Marseille French Tech Région Sud. On va passer 2 heures ensemble. Allez, c'est parti, on plonge dans le grand bain des champs. Nous sommes entrepreneurs, investisseurs, salariés, étudiants, artistes. Nous sommes acteurs de la tech et ne pouvons ignorer son impact sur nos vies. Nous sommes acteurs du territoire Aix-Marseille, un laboratoire qui nous permet d'imaginer, de prototyper et de développer des solutions innovantes, inclusives et durables. Nous donnons la parole à ceux qui pensent la tech au service de l'intérêt général. Nous pensons les enjeux actuels pour anticiper ceux de demain. Nous rassemblons des personnes de tous les horizons pour créer des connexions nouvelles. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes le Grand Bain. Nous sommes donc ici en direct du château de Saint-Paul-les-Durance. Ces 2 prochaines heures, vous le verrez, vous allez rencontrer des intervenants qui viennent de tous les horizons. Ils partagent tous un point commun, ils sont convaincus que c'est ici, sur les territoires ruraux, que justement on construit le monde de demain responsable, innovant et bien plus humain. On est très content parce que, vous le voyez, il fait un temps absolument incroyable, magnifique. On a voulu, nous aussi, fêter la réouverture des bars et des restaurants. On aura notre propre café ici au Grand Bain des Champs. Nous y accueillerons notamment les lauréats du programme Green Tech Innovation et French Tech Green Vin, le tout en musique avec le chanteur nigérian Coucou. Ce matin, 2 tables rondes, 2 escales, 2 grands entretiens nous attendent. Alors, sans attendre, je vous propose qu'on rencontre Stéphanie Ampard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julie. Alors tu es la responsable des partenariats et des réseaux activistes du média So Good. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de So Good, de sa création ? Comment en êtes-vous venu à créer ce média ? Alors, So Good, c'est une alliance inédite entre un groupe de presse indépendant qui est SoPress et la plateforme de crowdfunding Ulule. Et on a réussi à lancer un pari fou en plein Covid en mars dernier. Donc, on a un peu plus d'1 an aujourd'hui. On a lancé donc un média trimestriel qui permet de donner la parole à ceux qui font et qui sont le changement et qui portent des solutions pour répondre à notre mission qui est en fait de susciter l'action et d'inspirer le plus grand nombre. Il me semble que vous aussi, vous vous êtes penché sur le sujet de la ruralité. Tout à fait, Julie. Le 15 avril dernier, et ce jusqu'au 13 juillet, vous pouvez encore trouver en kiosque le numéro spécial So Good sur les villages sur un nuage. En fait, l'idée, c'est que les campagnes se réinventent, ça on le sait tous, mais on a donné surtout la parole de la Calabre, de la Dordogne jusque dans l'Eure à des maires, à des anonymes citoyens, mais à aussi des entrepreneurs qui, eux aussi, ont lancé dans cette grande histoire de la transition, des projets qui aujourd'hui font finalement même qui deviennent des modèles pour d'autres villes, voire même d'autres pays. Bon, écoute, je te laisse rejoindre tes 3 invités pour notre première table ronde, l'appel de la campagne. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très heureuse d'être dans un champ avec vous, avec mes invités. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est là, effectivement, justement, pour répondre à l'appel de la campagne, l'appel de la nature, et on parle de revanche des territoires. Alors, quelques mots, parce qu'en fait, si vous regardez aujourd'hui les médias dans les kiosques, on en parlait il y a 5 minutes, on nous parle de territoires qui inspirent, on nous parle de campagnes qui nous gagnent, on nous parle de villages dans les nuages, je viens d'en parler, de quitter la ville, fini le bobo, mais comment devenir néo-ruraux. On parle de formation au vivant, de permaculture qui se vend en ligne comme des petits pains à l'épeautre. En fait, c'est quoi l'autre facette de la ruralité aujourd'hui ? Est-ce que c'est le retard et l'immobilisme, la désertification, on va en reparler, la désinformation, la rupture numérique ? Voilà, on va essayer de traiter un peu tous ces sujets avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite.
On reviendra sur quelques chiffres aussi avec nos invités. À côté de moi, donc, nous avons donc Nicolas Hazard, qui est président du groupe INCO, Virginie Hills, fondatrice de Comptoir de campagne, et Eric. le directeur de l'agence ITER France, Eric Cross, pardon, j'ai oublié votre nom, directeur de l'agence ITER France. Et Eric, je vais commencer par vous tout de suite, si vous le voulez bien. Je pense que vous pouvez enlever votre masque. Ouais. Ça sera plus. Au niveau du micro. Au micro, vous n'avez rien à toucher. Et je crois qu'on vous entend. Tout va bien. Tout va très bien. Très bien. On vous entend très bien, Eric. Alors, Eric, je crois que vous êtes parmi nous celui qui, à mon avis, a dépensé le moins de carbone pour être là parce que vous habitez tout près. Vous travaillez tout près d'ici. Oui. Vous allez nous raconter ça. Moi, j'avais donc une question. C'était d'avoir un peu votre regard, puisque vous êtes effectivement directeur de l'agence ITER France. Revenir un petit peu sur l'histoire du projet ITER et surtout pourquoi avoir choisi ce territoire, cette région. Donc ITER, c'est quoi déjà ? Alors ITER, c'est quoi ? Donc c'est un projet scientifique international, donc qui regroupe 35 nationalités, donc qui travaille dans le domaine de la fusion. Alors pourquoi ITER et pourquoi la fusion ? L'objectif, c'est de pouvoir démontrer que la fusion est une source d'énergie, donc pour le futur et pour les générations futures notamment, pour répondre à des enjeux de croissance énergétique, de besoins énergétiques croissants et des enjeux environnementaux. Alors pour illustrer ça, 2 chiffres clés. 2040, c'est 9 milliards d'habitants sur la planète et c'est plus 45% de besoins en électricité. Donc là, on voit où sont les enjeux. Quelques dates clés pour ITER. On va remonter un petit peu dans l'histoire avec 1985, parce que ça c'est vraiment une date très très importante, avec la prise de décision par Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan de lancer un grand projet donc scientifique international sur la fusion au bénéfice de l'humanité. Donc ça c'est vraiment important à retenir. Ensuite, un peu plus lointain dans le temps, parce qu'il a fallu que tout ça mûrisse, 2005, c'est le choix du site ITER, avec l'implantation du site à 1 km d'ici, donc près de Cadarache. Et ensuite, 2006, c'est la signature de l'accord ITER qui va lancer le démarrage de tous les travaux d'aménagement d'infrastructures pour le centre, pour le site ITER, pour que la machine puisse être construite. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du nombre de salariés et des nationalités ? Parce que vous aviez l'air de dire effectivement qu'il y avait un beau mixte sur les différentes personnes qui ont rejoint ce projet. Oui, alors pour rappel, ITER, c'est 7 grands partenaires, donc l'Europe, le Japon, l'Inde, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis. Donc 35 nationalités de cultures et d'approches de travail différentes. Aujourd'hui, sur le site ITER, l'activité ITER représente environ 4800 salariés qui se répartissent entre des entreprises sous-traitantes qui travaillent au profit d'ITER et des salariés qui travaillent directement pour ITER. Ça représente en poids 500 entreprises sous-traitantes qui travaillent au profit d'ITER. Merci pour ces chiffres et ces informations. Comment est-ce que vous avez justement anticipé l'arrivée de ce projet sur le territoire ? Ça, c'est une question dont on a parlé d'ailleurs dans la préparation, qui est important parce que l'anticipation, souvent, c'est ce qui fait qu'un projet marche ou pas. Oui, alors quand on regarde ce projet international avec 35 nationalités, les enjeux autour de ce projet de la fusion qui est très novateur, le fait que la France ait donc eu l'implantation de son site près de Cadarache, derrière, il y avait des enjeux très forts et une pression très forte parce qu'il fallait que la France réponde à ses engagements par rapport à l'implantation d'ITER sur son territoire. On pourrait illustrer ça par 4 axes. Le premier axe concerne la réussite de l'accueil du personnel ITER. Je répète, c'est 35 nationalités qui arrivent en France. Donc, quels sont leurs soucis quand ils arrivent ? C'est les logements pour leurs familles, pour eux, les écoles pour leurs enfants, c'est tout ce qui est soutien administratif. Ils arrivent dans un pays complètement nouveau. Quand on imagine des Chinois ou des Indiens qui viennent comme ça en France, c'est pas forcément facile. Et c'est les cours de langue aussi. Parce que d'un côté, l'anglais est la langue utilisée donc, pour le projet ITER, et quand ils s'implantent dans les villes et aux villages environnants, c'est le français.
Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, le deuxième axe qui était important, c'était de démarrer au plus vite tous les travaux d'aménagement du site pour pouvoir construire le bâtiment siège pour recevoir les équipes. Et autre point, c'était l'aménagement de l'itinéraire routier dit ITER, qui permet le transport des composants, des gros composants qui arrivent des pays qui participent à la réalisation de ce projet-là, donc qui arrivent à Berlétan et qui pourrait être livré sur site à Cadarache. C'est un itinéraire qui fait 104 km sur lequel il a fallu réaliser des travaux d'aménagement, élargissement de routes, renforcement des infrastructures. Il y a des composants qui faisaient plus de 10 mètres de large et plus de quelques centaines de tonnes. Troisième axe, c'est bien mettre en place tout le tissu industriel. Quand vous avez un projet comme ça qui s'implante comme ITER, il est important que les entreprises qui vont travailler au profit d'ITER soient implantées au plus près, avec les bonnes compétences, les bons métiers, donc au plus près du site ITER. Donc ça a été le troisième axe. Et le quatrième axe, c'est toute la communication qui a été faite sur ce projet nouveau qui arrive donc dans le domaine de la fusion, projet international, donc à proximité de Cadarache. Donc il était important de bien communiquer sur ce qu'était ce projet et il y a eu un débat public sur ce projet-là. Ce qui est important, c'est que tout ça a pu être réussi grâce à une implication très forte des collectivités, des élus, de l'État pour pouvoir tenir ces objectifs et faire que le démarrage et l'implantation de ce projet donc à proximité de Cadarache soit une réussite. Du coup, donc c'était dans vos préoccupations prioritaires, bien évidemment. Donc, quel impact vous mesurez aujourd'hui et est-ce qu'on peut parler uniquement de retombées économiques ? Alors il y a différents impacts. Alors le premier effectivement qui va intéresser, c'est les retombées économiques. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble Cadarache ITER, c'est 11 000 emplois. Donc avec des salariés qui sont implantés dans les villages et les villes alentours. En termes de retour sur investissement, pour 1 euro investi par la France pour le projet ITER, c'est un peu plus de 3 euros de retombées économiques au niveau national. Et après, si on raisonne en région PACA, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aujourd'hui 3,7 milliards de contrats et de marchés passés à des entreprises implantées, entreprises françaises implantées en région. Ça représente 80% des marchés passés aux entreprises françaises à l'échelle nationale, donc ramenés en PACA. Donc ça, c'est les retombées économiques. Et ensuite, avec toutes les retombées dans les villages aussi et villes alentours, avec l'implantation de commerces de proximité, par exemple. Les autres retombées, c'est au niveau des infrastructures routières, par exemple, parce que c'est, comme j'évoquais tout à l'heure, ces salariés, 4500 salariés qui travaillent donc sur ITER, c'est du trafic en plus, donc il a fallu travailler sur les aménagements pour fluidifier le trafic et faciliter les sorties au niveau d'ITER et de Cadarache pour que les salariés puissent parvenir sur le site. Donc ça a été des aménagements, comme en cours, il va y avoir l'élargissement de la sortie de Saint-Paul-et-Durance, là à côté. Ça a été notamment une action très importante en 2018 qui a été menée. Alors en partenariat, on retrouve la puissance de la collectivité territoriale, donc avec EDF, le sous-préfet d'Aix, donc l'agence ITER France, dont on a assuré la maîtrise d'ouvrage de cette action-là, la réouverture d'une ancienne route entre les deux rives de la Durance, je vais dire globalement entre mi-chemin, entre Manosque et Saint-Paul-et-Durance. Ça a eu deux vertus, de fluidifier le trafic et surtout d'avoir un impact carbone très important parce que les voitures avaient moins de trajets à faire. Donc c'est ça. C'est une action très forte qu'il y a aujourd'hui aussi au niveau de l'ouverture d'un tracé de piste cyclable entre Saint-Paul-et-Durance en passant devant la zone d'activité dite du Castellet, donc ensuite Cadarache et ITER pour permettre aux salariés qui habitent pas très loin d'ITER de pouvoir se rendre sur le lieu de travail à vélo. Et enfin, un point important, c'est l'ouverture de l'école internationale. Aujourd'hui, c'est 400 élèves donc de l'école maternelle jusqu'au bac, dans 6 sections bilingues. Et qui apportent une richesse, je dirais, interculturelle et pédagogique. Parce qu'il faut voir que c'est 35 nationalités avec des méthodes d'enseignement un peu différentes. Donc il faut trouver un outil pédagogique qui réponde à ces différentes nationalités. Alors, il nous reste très peu de temps, mais juste les défis environnementaux, c'est très important aussi pour vous. En 2 minutes, tout ce qui a été compensation par rapport au défrichement, je pense que ça, c'est un vrai sujet. En 1 minute. En 1 minute, alors oui, c'est un vrai sujet parce que c'était quelque chose de nouveau. Le fait d'aménager ce site a nécessité de mettre en place des mesures compensatoires pour compenser les travaux de défrichement et d'aménagement donc, sur le site ITER. Donc en 1 minute, 3 points très forts. Ça a été 3 actions.
L'identification et l'achat de 480 hectares de forêt, alors on peut se dire oui, et alors, c'est qu'il fallait retrouver dans ces forêts-là, acheter l'équivalent ou la représentative de la biodiversité qu'il y avait sur le site d'ITER. Ensuite, c'est la mise en plan de gestion. Alors, je vais détailler juste en quelques secondes de 1700 hectares de forêt, dont les 480 acquis, donc sur lesquels on mène des mesures de préservation de la biodiversité. C'est l'ouverture de corridors écologiques, la mise en place de ruchiers, la mise en place de pastoralisme, par exemple, et puis des études faune et flore. Et la troisième action, c'est une action très forte de sensibilisation au niveau des scolaires pour leur faire découvrir ce qu'est l'environnement, ce qui est la préservation de la biodiversité. Merci. On reviendra sur la question lors de la conclusion, après sur effectivement la sensibilisation et le projet autour de l'écologie. Virginie, à toi. Tu peux enlever ton masque aussi. C'est quand même chouette d'avoir des beaux sourires au soleil. Alors, tu es un exemple en fait de réinvention professionnelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le télétravail, cette crise de Covid, beaucoup de gens se sont réinventés. Mais toi, tu l'as fait bien avant. Est-ce que tu peux revenir en 2 mots sur ce qui a été ton déclic et ce qui t'a amené à créer justement Comptoir de campagne et nous rappeler la genèse de ce beau projet? Oui, alors donc moi j'ai 44 ans, j'ai 2 garçons de 9 et 11 ans et j'ai fait une carrière d'abord dans l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, plutôt à des fonctions marketing, et puis en 2014 je me suis posé la question du sens, de l'impact de mon activité professionnelle comme beaucoup de personnes en ce moment, et j'ai participé à une session de créativité pour imaginer des modèles économiques de demain en me disant peut-être que là j'y trouverai ma voie, et dans cette session de créativité j'ai été interpellée par une statistique qui dit qu'aujourd'hui en France, un village sur 2, une commune sur 2 n'a plus de commerce, n'a plus de services de proximité, n'a plus de lieu de création de liens sociaux. Et je me suis dit que c'était peut-être un sujet qui était intéressant d'investiguer. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né le projet. On a rencontré des maires en Auvergne-Rhône-Alpes. On s'est rendu compte que c'était un vrai enjeu, un vrai besoin. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Comptoir de campagne. On s'est dit que finalement, si dans un village, un bureau de poste n'a plus de marché, une agence bancaire, une épicerie traditionnelle ou une boulangerie ont du mal à tirer leur épingle du jeu, nous, on va additionner ces modèles économiques pour en faire un pérenne. Et surtout, on va créer un lieu de vie pour que les gens se rencontrent. Merci pour ça. Du coup, effectivement, sur Comptoir de campagne, très vite, tu t'es retrouvé associé à d'autres personnes. Comment est-ce que du coup l'idée a été développée après ça? Alors déjà, on a trouvé un maire qui nous a dit allez banco, on y va. On a l'agence postale qui veut se transformer. On a signé une convention tripartite entre la mairie, la poste et nous. On a repris les services de la poste, on a mis des étagères, des tables et des chaises, et ça y est, c'était parti, le premier comptoir de campagne qui a ouvert à Chandieu dans la Loire en 2016. Et puis progressivement, on a amélioré le concept, on l'a fait évoluer. On a répondu à d'autres demandes de municipalités. Aujourd'hui, on a 10 comptoirs en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a pour ambition forte de partir sur un modèle de franchise pour que demain, des centaines d'entrepreneurs, parce qu'on est capable de les aider, qu'on a le bon concept, la bonne organisation, les bonnes formations, les bons outils, puissent recréer des commerces dans tous les villages. Alors, est-ce que tu savais, j'ai fait une petite recherche, qu'en 1835, la première épicerie solidaire voit le jour à Lyon. Et toi, tu habites Lyon maintenant. Donc, la France et l'ESS, effectivement, c'est une belle histoire. On ne le dit pas souvent. C'est vrai qu'on est quand même un territoire, justement, de solidarité. Quel est ton regard, justement, toi qui es à la fois en ville et à la campagne, sur cette économie dite ESS ? Oui, alors effectivement, ce qui est important, c'est que Comptoir de campagne est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est une SAS, donc un profil classique d'entreprise, mais avec un label important pour nous qui est le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et du coup, on s'inscrit entre l'ESS classique avec des statuts comme les statuts associatifs, SCOP ou SIC, et l'économie de marché sur un modèle qui pour moi est vraiment vertueux et qui est l'économie de demain, de dire on peut avoir créé une entreprise qui a pour ambition d'atteindre un point d'équilibre et d'être autosuffisante, mais tout en ayant un objet social qui a un impact social, un impact sociétal fort. Voilà, donc c'est cette économie-là que je défends aujourd'hui, que je porte avec Comptoir de campagne. C'est une économie qui commence à se développer, on a de plus en plus de projets sur l'entrepreneuriat social, à la fois l'entrepreneuriat et l'impact social. C'est quelque chose que je porte, que je pousse, qui doit être l'économie de demain et qui, entre la ville et la campagne, forcément, c'est une économie émergente et pas mal dans les zones urbaines, comme plein de projets qui sont assez fédérés dans la ville. Dans la campagne, il y en a moins, il y a plus de petits projets de petite envergure et je pense qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs pour avoir plus d'ambition aussi pour les territoires ruraux sur ces solutions-là.
Justement, on verra après avec Nicolas comment effectivement on arrive à avoir des profils de personnes qui bougent de la ville vers la campagne et ce que ça crée comme impact. Donc toi, quelle est ta vision justement aujourd'hui sur cette tendance ? J'en parlais en introduction sur les urbains qui quittent la ville. Moi, il y a une question qui revient souvent, c'est de se dire est-ce qu'on va planter des arbres ou est-ce qu'on va les réparer et les préserver ? Donc c'est un peu pareil, les campagnes, est-ce qu'aujourd'hui on a envie de les repeupler, on a envie de faire avec ce qui est là, comme en permaculture, avec les ressources présentes ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Oui, nous on est parti du constat, à un moment M, de cette désertification. S'il n'y a plus de commerce dans les villages, c'est parce que dans les années 70, ils ont subi l'exode urbain, juste rural, vers les villes, justement, qui était très fort dans les années 70. Après la concurrence des grands centres commerciaux périurbains, cette consommation de masse dans les grands centres qui captent tout le gros de la consommation et encore aujourd'hui, et puis le développement du commerce en ligne et des services en ligne qui vident aussi les agences, c'est ça le constat qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commerce dans les zones rurales. Donc nous, on s'attaque à ce sujet-là. Il s'avère que, en même temps qu'on s'y attaque, il y a des signaux positifs et il y a toutes ces personnes qui retournent vivre à la campagne. Donc forcément que ça nous aide à pouvoir implanter ces solutions. Mais nos solutions, justement, et c'est ça qui est intéressant, elles sont là pour permettre que les gens se rencontrent, à la fois les ruraux qui sont là depuis toujours, et à la fois ces néo-ruraux qui arrivent et ces populations qui se mixent difficilement dans un commerce, tout simplement parce qu'on y vient pour acheter des produits de première nécessité. On rencontre notre voisin et on peut faire se rencontrer ces populations, parce que les maires aujourd'hui nous disent on a plein de gens qui reviennent bien vivre dans le village, mais en fait ils vivent pas dans le village, ils vivent dans le lotissement, ils vont bosser à la ville, ils rentrent un peu tard le soir et donc il n'y a pas de vie de village. Et donc notre solution, elle permet justement de mixer les populations, d'homogénéiser tous ces gens-là. Il y a des nouvelles initiatives qui se créent, les maires nous disent le village revit grâce à vous, des associations qui se remettent à faire des événements, de nouvelles associations qui se créent et avec enfin un mélange des populations. Tu as déjà un regard pour savoir si les gens qui reprennent les comptoirs sont plutôt des habitants déjà installés ou c'est des néo-ruraux justement ? Est-ce que tu as déjà un retour là-dessus ? Nous, on privilégie les personnes qui connaissent le territoire, qui connaissent le terroir. Pourquoi ? Parce que dans un comptoir de campagne, il y a à la fois essentiellement des produits locaux en circuit court, des services de proximité, un espace bistrot. Voilà, donc il y a pas mal de choses, mais ancrées sur le territoire. Donc c'est toujours mieux quand ce soit quelqu'un qui vraiment connaît. Alors, soit c'est des gens qui habitent dans le village, soit c'est potentiellement des gens qui sont nés, qui ont une partie de leur vie, qui après sont allés à la ville et qui retournent dans leur village. Mais du coup, ils sont quand même ancrés, ils ont un ancrage, une connaissance. Et c'est ça qui marche le mieux. Merci beaucoup. Tu parlais aussi de rupture numérique et ça tombe bien parce qu'effectivement tu recrées ce lien social. Et là justement on va lancer une petite vidéo pour une escale, comme on dit dans le grand bain, sur la start-up Morgon et on se reparle tout à l'heure. Bonjour, je suis Jean-Jacques Carlier, je suis le président fondateur de Morgon Technologies à Mereuil. Morgon Technologies fabrique des équipements réseau qui permettent notamment d'amener du très haut débit en zone blanche, mais pas que. Ces équipements réseau sont construits à partir des antennes 4G et 5G qui nous permettent d'aller chercher du signal à très longue distance. Chaque antenne est réglée sur un pylône opérateur différent. Grâce à ce système-là, on amène de la très haute disponibilité. Alors, la brique est née par hasard. C'est-à-dire qu'on a eu une problématique à gérer sur la construction d'un hôpital, la construction d'un magasin, sur lequel il n'y avait pas de connectivité. Mais dans le même temps, on développait un PDA pour la grande distribution, pour les magasins de bricolage dans la grande distribution. Ce PDA, on l'a installé sur un magasin pilote qui est le magasin de Grasse. Et pour vendre notre PDA, on est allé voir d'autres enseignes de la grande distribution avec le PDA à la main et avec quelque chose qui allait devenir la brique, mais on ne le savait pas encore. Parce que pour pouvoir faire des belles démos, on avait besoin de se connecter sur ce magasin qui était complètement équipé avec notre PDA. Et chaque fois qu'on s'est rendu sur un site, les directeurs de magasins que l'on a vus s'intéressaient bien sûr à notre PDA, mais nous disaient ça c'est bien, mais bon, ça demande une organisation qui est à mettre en place. Par contre, ce truc-là que vous avez mis dans mon couloir, alors que j'arrive pas à avoir plus de 10 mégas de débit, et alors qu'on est dans une cage de Faraday et que vous avez 80 mégas de débit, ça je le veux demain matin. On veut vendre notre PDA, mais en attendant, aujourd'hui, le besoin,
chez tout le monde, il est avec la brique. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à industrialiser la brique. Grosso modo, 50% de nos clients, la moitié, c'est des grands groupes. La moitié de cette moitié, c'est le BTP, secteur du BTP. Et sur le reste de la clientèle qui utilise nos produits, on a 15% de la totalité qui sont des domaines agricoles. Donc effectivement, on est en train, petit à petit, d'avoir une implantation dans l'agriculture. Les perspectives qu'on a pour cette année, ça inclut l'embauche de 8 personnes cette année, 6 personnes de plus l'année prochaine. On est en train d'acheter de nouveaux locaux à Châteauneuf-le-Rouge, tout en conservant Mereuil, où on va continuer à faire la fabrication. La fabrication elle est faite ici, on n'a rien qui est sous-traité. Donc à 5 ans, les prévisions, c'est de faire x10 au moins. On essaie de travailler aussi avec les collectivités locales. Et dans ce cadre-là, on est dans une démarche de modification de nos statuts, qui aura lieu au mois de juin, qui sera votée au mois de juin, pour devenir entreprise solidaire sociale. C'est à nous. Nicolas, toi non plus, tu n'as pas attendu les tendances, tu as devancé les tendances. Moi, j'ai eu l'occasion de te croiser dans ton parcours depuis quelques années maintenant. Donc, Tech for Good, engagement, ESS, impact. La première question que j'avais envie de te poser, c'était comment, toi, tu définis le sens que tu as donné à ce parcours et puis, on reviendra après sur ce que tu fais en ce moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années. Moi, j'ai toujours voulu avoir un impact fort sur la société, travailler pour l'intérêt général. Alors, au début, moi, je me suis dit, l'intérêt général, c'est la politique. Donc, j'ai commencé comme ça. Et je me suis vite rendu compte que si on voulait changer les choses, c'était pas nécessairement par la politique qu'on y arriverait, mais c'est plutôt par l'économie et l'entrepreneuriat aujourd'hui qui sont des vecteurs et des leviers très puissants pour faire des choses, pour changer le monde. Et en l'occurrence, l'entrepreneuriat social dont parlait Virginie, qui permet d'allier une rentabilité économique, de créer des emplois, mais en même temps d'avoir un impact social, sociétal fort et environnemental fort en global. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le groupe INCO, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années. On est parmi les leaders mondiaux dans l'accompagnement de cette nouvelle génération d'entrepreneurs à travers des fonds d'investissement qu'on a développés, des incubateurs, on est dans plus de 50 pays, et de la formation. On forme aujourd'hui, notamment à l'entrepreneuriat, près de 300 000 personnes par an pour que naisse et grandisse cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui vont changer le monde. Merci Nicolas. Du coup, tu viens d'écrire un livre et on est très content parce qu'il s'appelle « Le bonheur est dans le village ». Alors pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant en fait ? Puisque ces solutions, on sait qu'elles existent, elles n'ont peut-être pas été toutes répertoriées, mais pourquoi maintenant et quel a été ton déclic en fait ? Le déclic, ça a été comme beaucoup, je pense, le confinement et le premier notamment qui était très dur et où je me suis rendu compte que tout le monde s'est barré des métropoles. À un moment, tout le monde est parti et je me suis interrogé pourquoi, parce que c'était quand même dans une situation comme difficile comme celle-là. Je me suis rendu compte que pour 80% des Français, le mode de vie à la campagne est le mode de vie idéal. Et pourtant, il y a 80% des Français qui habitent en ville et pas dans la ruralité. Et puis, je me suis interrogé sur ce que nous, on faisait chez INCO. Et nous, nos incubateurs, et une grande partie de nos incubateurs, sont dans les grandes villes et grandes métropoles. Pour autant, des solutions, elles existent. Moi, je suis extrêmement optimiste. Je sais qu'il y a des manières différentes pour créer de l'emploi, pour relocaliser l'économie, pour répondre à un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux qui sont très forts aujourd'hui. Et on est en plein milieu d'une crise et il faut trouver des solutions. Elles existent et donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire un livre pour pouvoir répertorier une trentaine d'initiatives qui à travers la France fonctionnent et montrent qu'on peut revitaliser des villages, revitaliser des territoires ruraux et qu'on peut faire les choses différemment et qu'on peut changer le monde, y compris depuis la campagne. Super. Alors du coup, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres, mais il y a surtout plusieurs projets. Alors je sais que ça va être difficile pour toi de répondre à cette question, mais du coup, quelle est la rencontre ou le projet qui t'a le plus marqué, soit dans son innovation, soit dans la rencontre humaine ? Alors, on va pas parler du projet de Virginie, parce qu'elle est page 79, mais justement, entre les néo-ruraux, les habitants, ceux qui en avaient le ras-le-bol, les éveillés, ceux qui voulaient vivre dans la nature, tu peux nous donner juste un ou deux exemples ?
Oui, alors c'est toujours très difficile, bien évidemment. Il y a Virginie et Comptoir de campagne qui sont une vraie source d'inspiration. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en fait dans ce livre. En fait, ce que j'ai voulu vraiment montrer, c'est que toutes les personnes, qu'importe la catégorie socio-professionnelle, qu'on soit habitant des villes, habitant des campagnes, qu'importe les études qu'on ait faites, qu'importe qu'on soit une femme, un homme, etc., on peut réussir. Il y a un collectif en Occitanie qui me plaît beaucoup, un maire à Luc-sur-Aude qui a réussi à rendre son village complètement autonome en énergie renouvelable à un collectif de citoyens. Ils sont 200, ils ont mis tous un peu de sous de leur propre poche, de leur propre épargne pour construire un petit parc solaire, et notamment le plus jeune, Zachary, qui avait 11 ans, qui a cassé sa tirelire pour investir dans le projet, et aujourd'hui ils sont autonomes en énergie et ils possèdent en même temps ce petit parc solaire qui leur rapporte même plus qu'un livret A. Donc finalement c'est aussi, on peut avoir une logique économique et en même temps faire quelque chose pour la planète. Nous on a un projet auquel on tient beaucoup à Saint-Bertrand-de-Comminges, toujours en Occitanie. Je suis désolé, c'est ma région de cœur, donc je suis obligé d'en parler, où justement dans un petit village des Pyrénées à Saint-Bertrand-de-Comminges, on développe une résidence pour tous les entrepreneurs ruraux, un incubateur pour tous les entrepreneurs ruraux qui ont envie de réinventer l'alimentation, l'énergie, les mobilités, etc. Parce que il y a des choses qu'on peut faire dans les territoires ruraux, il y a beaucoup de choses à réinventer. Bien évidemment le préalable, et je suis très heureux d'avoir entendu la start-up d'avant, le préalable c'est aussi d'avoir de la connectivité, la 4G, la fibre, tout n'est pas rose à la campagne, on n'a pas cette image un peu cliché, mais pour autant il y a des choses, il y a un levier qui existe et des leviers qui existent pour changer les choses, et ça on le voit vraiment sur toute la France. On réinvente la démocratie, le système de santé, la mobilité, les commerces dans les villages. Il y a des choses qui peuvent se faire, et donc ce livre c'est aussi un mode d'emploi pour tous ceux qui ont envie de faire des choses à leur échelle pour pouvoir le faire, parce que chacun peut développer une des initiatives chez lui. Alors ça tombe bien parce que la transition elle était justement sur les croyances et les tendances, parce qu'effectivement comme vous l'avez vu, on parle beaucoup justement de cette migration vers les campagnes. On emploie beaucoup le mot réinvention parce que finalement on voit bien que la permaculture, ça n'a pas été inventé dans les années 2020, on est bien d'accord. Donc on réinvente mais on crée aussi. Et toi avec des incubateurs ruraux, du coup sur ces lieux d'innovation, tu penses qu'ils ont quelle place aujourd'hui dans ces zones rurales, ces incubateurs qui vont chercher justement alors est-ce qu'on appelle ça des start-up aussi ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce modèle d'incubateur ? Ouais, exactement. Le vocable, il diffère un petit peu, mais c'est des incubateurs, c'est des tiers-lieux. En gros, c'est des endroits où on va centraliser à la fois, et ce qui est très très important, les habitants, ceux qui vivent sur ces territoires, et en même temps, on va prendre des énergies qui viennent aussi de l'extérieur, des gens qui ont envie de s'installer. Et donc, ce mélange-là, moi, je crois que on n'oppose pas ceux qui habitent et les néo-ruraux. Je pense que les projets qui réussissent, c'est dans les 30 projets, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui justement ont réussi à mettre autour de la table les deux, et c'est comme ça qu'on réussit. Et ensuite, il y a tout à inventer. Nous, le rêve, c'est d'avoir le fondateur de Uber, par exemple, qui vient et qui dit, bah voilà, mon application, elle ne marche pas dans la campagne, parce que c'est une application qui a été faite pour les villes et ils ont reçu des milliards de dollars pour pouvoir la développer. Comment on invente un Uber des campagnes ? Comment on réfléchit à ça ? Alors il y a des choses qui existent. En Auvergne, il y a Thomas Descoves qui a lancé une plateforme spécifique pour pouvoir faire du covoiturage en zone rurale. Ça marche très bien. Il y a Sylvie à Langres, sur le plateau de Langres, qui a développé avec les élus des 170 villages autour, un réseau de mobilité qui s'appelle Lingo, qui est très spécifique et qui permet à tout le monde d'utiliser des transports publics qui soient adaptés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Maintenant, c'est comment on les fait grandir, comment on les fait changer d'échelle. Et nous, chez Inco, en tout cas, on les accompagne pour ça, financièrement, dans de l'accompagnement stratégique pour faire grandir, parce qu'on pense qu'il y a un potentiel gigantesque et que l'avenir s'inscrit et s'écrit depuis nos campagnes et nos zones rurales. Et ton regard, justement, parce que quand on parle justement de zones rurales et de campagnes, on parle de green tech, d'agritech. Donc, est-ce que toi, tu as un regard, justement, les projets que vous soutenez, ils sont aussi dans d'autres secteurs ? Est-ce que tu as
Une petite cartographie ou des chiffres à nous donner là-dessus? Les secteurs dans lesquels on investit et les projets qu'on voit, c'est dans tous les secteurs. C'est les secteurs de la vie en fait. C'est les secteurs de la santé, du care, les métiers du care, c'est très très important. Il y a un potentiel très très important. Il y a Aurélie en Dordogne par exemple, qui est esthéticienne et qui fait des tournées dans toute la campagne de Dordogne pour les personnes âgées notamment, celles qui sont malades, etc. Il y a un potentiel économique qui est très important là-dessus. Il y a les métiers de la mobilité qui est un sujet qui est bien évidemment clé. La santé des seniors, ça c'est aussi très très important. À Guéret, dans la Creuse, il y a des très belles initiatives, notamment pour créer des pôles domotiques, des pôles d'innovation autour des seniors. Voilà. Et donc il y a des tests qui sont faits. Et aujourd'hui, Guéret est une des capitales dans le monde de l'innovation dans la domotique et pour les seniors. Voilà, il y a des choses dans tous les secteurs, l'alimentation, dans le tourisme, dans la reproduction locale, dans l'artisanat. Aujourd'hui, on investit des milliards dans les startups, mais on a plein d'artisans locaux qui font des choses extraordinaires, qui ont besoin de mutualiser leurs compétences, comme le fait par exemple Make Ici, et donc mutualiser ces compétences-là autour de filières pour recréer des filières en France, autour du cuir, autour du bois. Tout est à faire, tout est à construire, mais ce qui est génial, c'est que on a les solutions, elles existent, et que maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Super. Alors Eric, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, avec beaucoup de dynamisme, moi ça me fait penser, du coup tu parlais de Fab Lab, enfin de Maker Lab maintenant on dit. Est-ce que vous avez développé ce genre de choses, ce que vous parliez de 500 entreprises qui ont été sous-traitants, qui ont rejoint du coup l'écosystème. Est-ce que voilà les startups qui ont été créées autour, même s'il n'y a pas un vrai incubateur encore, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se créer avec justement votre rôle de fédérateur? Alors il y a par exemple, si on parle d'ITER, effectivement, ça fait appel à des nouvelles technologies qui ont permis de développer des startups. Je peux parler d'une technologie, par exemple, alors c'est très technique, c'est le contrôle des soudures donc sur les équipements d'ITER. Et ça, c'est quelque chose d'important d'un point de vue sûreté. Et donc, il y a une entreprise, une petite société qui a développé quelque chose d'assez, je dirais, original à la fois très, très technique qui permet de rendre le contrôle de ces soudures plus fiable et traçable. Super, donc du coup déjà un exemple concret. Pour le mot de la fin, avant que je repasse la parole à Virginie et Nicolas, vous aviez parlé, vous, d'écologie, puisqu'on a parlé quand on a préparé cet entretien. Je sais que ça vous tient à cœur, donc du coup, c'est quoi le mot de la fin autour, en tout cas, du projet et plus largement, justement, de cette thématique des villages qui se redynamisent et donc des territoires qui, aujourd'hui, sont des territoires de solutions? Alors je répondrai suivant deux points. Alors un point professionnel, c'est qu'on réussisse ensemble le projet ITER au regard des enjeux qu'il y a autour de ce projet-là, en termes de projection par rapport aux besoins énergétiques et aux enjeux environnementaux, et que donc pour les générations futures, et que donc ce rêve commun devienne une réalité. Ça, c'est le premier point. Le second point par rapport à l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie rentre un peu plus dans notre vie au quotidien, au travers de choses très simples, au travers des gestes que l'on a, au travers des comportements. Déjà, commençons par ça. Alors, je vais prendre quelques exemples pour illustrer. C'est le tri sélectif, c'est l'attention apportée à la consommation d'eau, c'est utiliser autant que possible les transports en commun. Et je pense que déjà, si tout citoyen s'approprie cette démarche-là, on aura fait un grand pas, pour moi. Merci beaucoup Eric. Virginie, juste avant de te donner la parole, il nous reste 2 minutes pour conclure cette table ronde. Dans le précédent livre de Nicolas qui s'appelait quand même L'appel à la guérilla mondiale, moi j'ai envie de dire le petit village gaulois dont on a tous entendu parler, est-ce qu'il faut que les villages deviennent activistes? Est-ce qu'il faut que les activistes de la ville viennent s'implanter dans les villages? Ça serait quoi ton mot de la fin et quel serait ton call to action, comme on a l'habitude de dire, pour que nous, à So Good, on a envie de susciter l'action et d'engager les gens autour de nous. Donc, toi, aujourd'hui, tu as envie de dire quoi par rapport à ça? Moi, j'ai envie juste de donner un message d'espoir et juste de parler de quelque chose qui vient de nous arriver. On a obtenu le statut jeune entreprise innovante. Alors que tout le monde nous disait, mais vous n'irez jamais droit, c'est que pour la tech, c'est que pour les startups de marché. Voilà, ça, c'est pour moi un message d'espoir. On fait de l'innovation sociale. Voilà, donc il faut oser. Mon mot, c'est osons casser les codes, osons demander, obtenir
faire ce genre de reconnaissance pour que tout le monde s'y mette. Et voilà, moi j'ai envie surtout de témoigner et de dire aux personnes qui ont des projets, allez-y, osez. Il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous embarquer, pour vous financer. Ça bouge, donc allez-y. Merci Virginie. Justement, tu fais la transition avec Nicolas. Effectivement, on a autant besoin de créateurs que de gens qui accompagnent. On parlait de la désinformation, de l'accès à l'information. Et Nicolas, tu disais tout à l'heure, effectivement, la modernité n'est pas l'apanage des villes. Et je te rejoins totalement là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça serait ton mot de la fin et comment tu aurais envie de nous embarquer encore plus ? Moi, j'ai envie de dire oui, on est face à une quintuple crise économique, sociale, démocratique, sanitaire, environnementale. Oui, c'est dur en ce moment, c'est compliqué. Le monde va mal. On a des grands défis qui nous attendent. Mais pour autant, moi, je reste très optimiste parce que je pense que vraiment qu'on a les clés pour réussir. On a les clés, on a les solutions, elles existent. Maintenant, il faut les mettre en place. Et tu mentionnais le dernier ouvrage que j'ai écrit. Et effectivement, l'idée, c'était de dire... moi, je pense pas qu'il faille qu'on attende que tout nous arrive tout cuit dans la bouche, des politiques, de duos. En fait, je pense que c'est nous les acteurs du changement et on peut faire les choses et on peut faire basculer y compris le système pour le rendre plus inclusif et plus durable. Et pour ça, je crois beaucoup en la multiplicité des initiatives individuelles et notamment d'un point de vue local, partout, dans les villes, dans les campagnes, partout. Et c'est quand on aura démontré, qu'on aura parlé ce langage de la preuve et qu'on aura montré que ces solutions existent et que maintenant il faut les dupliquer et qu'on a des alternatives réelles et crédibles. Et c'est comme ça qu'on pourra le faire. Et j'invite tous ceux qui souhaitent participer à ce mouvement et qui souhaitent faire des choses, d'oser, de tenter, parce que c'est possible. Qu'importe d'où on vient, son parcours, son âge, etc. On peut le faire, il y a des choses, il y a des solutions qui existent, y compris c'est à son échelle. On va pas monter une grande start-up internationale, c'est pas le but, une licorne ou je sais pas quoi. Non, à son échelle, on peut être acteur du changement et si on le fait tous un petit peu et si on démultiplie ces initiatives, ben c'est là où on changera le monde. Alors merci à tous les trois d'avoir été aussi enthousiastes, optimistes, on en a besoin. Nous on vient de lancer la radio So Good, donc moi je vous engage tous, à ceux qui nous écoutent et ceux qui sont là, en fait, à nous faire remonter ces initiatives. Je compte sur vous et j'espère vous retrouver d'ailleurs sur l'antenne de la radio. Et je suis très très contente moi d'avoir été téléportée de ma ville de Marseille et de Paris, parce que moi je suis nomade, ici dans ce champ, dans cette nature. Je crois qu'on va aller pouvoir prendre un petit café et surtout on va pouvoir retrouver Julie. Merci encore et à très bientôt. Merci. Merci le grand bain. Merci.